De retour en plateau pour nos moments de discussion ce matin. Le riche Gaba qui nous est revenu. Le riche, vous nous aviez manqué hier, bonjour. Ouais, merci bien, je vais très bien maintenant. Voilà. Bienvenue parmi nous. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, on va commencer par parler, j'avais annoncé deux sujets, notamment. Le tout premier lié justement à cette affaire qui défraie la chronique depuis hier à Cotonou, lié notamment à l'arrestation de 3 hommes, 2 du monde de la politique et 1 du milieu sécuritaire. On devrait en parler. On parlera aussi surtout des conditions dans les prisons du Bénin, pardon. Et je propose donc qu'on commence par là. Et justement, on a eu la semaine écoulée quelques échos liés à la population carcérale et les conditions dans lesquelles elle vit. Et véritablement, Ulrich, c'est une horreur quand on entend un peu les descriptions qu'on en fait. La répartition, je dois dire, de la nuit pour dormir. On dort à tour de rôle, par exemple. On a l'impression, au-delà même de ces conditions, d'abord qu'il y a cette surpopulation qui doit avoir provoqué tout cela. Comment est-ce qu'on peut comprendre que les prisons soient aussi habitées que ça ? Écoutez, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Quand on dit que les prisons sont bondées, on le savait depuis très longtemps. Ça ne date pas d'il y a 10 ans. Ça a été vraiment renfloué. Et le plus important qu'il faut déjà retenir, c'est de voir ce qu'il y a lieu de faire pour désengorger un tant soit peu ces prisons. Puisque le véritable problème, quand vous suivez les estimations qui sont faites, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de détenus, je dirais plutôt de personnes en détention préventive. Cela veut dire qu'il y a un véritable problème au niveau de l'opérationnalisation de la chaîne judiciaire, parce que s'il y a des gens qui attendent leur audience depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, nous avons même entendu des gens qui ont fait près de 20 ans sans qu'on ne les interpelle, quand on les appelle pour juger de leur cas, ce qui veut dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, ces personnes sont toujours, en fait, ont encore la présomption d'innocence parce que leur cas n'est pas encore vidé. Donc, dans les prisons actuellement, tout ce que nous voyons, oui, mais la proportion doit être moins. La proportion doit être moins. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça. Non, pas moins. Ah oui, qu'elle a. Pas moins. Les estimations que nous avons eues font état d'au moins les tiers. Sérieusement. Les tiers. Les informations que nous avons font état d'au moins les tiers. Ça veut dire que au moins le tiers est encore en détention préventive. Donc, moi, je n'aimerais pas m'avancer sur les conditions elles-mêmes parce que les conditions seront ce qu'elles sont. Le plus important, c'est que c'est une question de moyens aussi. Nous avons entendu le gouvernement annoncer des prisons civiles qu'on veut également relancer, la construction et réhabiliter celles qui sont déjà là. J'ai eu le temps de visiter la prison civile de Cotonou une fois avec une autorité dont j'étais le nom. Et quand nous sommes allés là-bas, nous avons échangé avec le régisseur d'antan qui nous a donné certaines informations qui m'ont, moi, fait peur. Il est arrivé d'un moment où vous voyez l'eau couler la nuit et vous pensez que c'est de l'eau, mais en réalité, c'est la sueur. C'est-à-dire, ils sont couchés de sorte à ce que la sueur dégouline. Comme si c'était de l'eau de ruissellement. Ça donne froid dans le dos. Le régisseur d'antan nous a également dit que certains sont parfois obligés de dormir accroupis parce qu'il n'y a pas de la place. Ils sont obligés de dormir accroupis. Et la fin, c'est que les viscères descendent maintenant dans les testicules et ça leur crée des hernies. Nous avons eu beaucoup d'informations qui donnent froid dans le dos. Et si déjà aujourd'hui, le gouvernement prend la mesure de la situation en estimant qu'il faut construire de nouvelles prisons, qu'il faut réhabiliter les conditions... On reviendra sur cette solution après des solutions proposées. Les promesses viendront peut-être, mais tout de suite, mais voyons déjà, personnellement, moi je pense déjà qu'on commence par assainir ces milieux-là, parce que le fait qu'ils soient déjà surpeuplés, ça crée des problèmes. Oui, justement, examinons d'abord les causes de ce surpeuplement-là dans les prisons. Vous aviez commencé à parler de cette difficulté à faire observer, je dois dire, les règles élémentaires de la chaîne judiciaire. C'est l'élément fondamental, William, qui explique qu'on ait autant de monde en prison. On n'est quand même pas des délinquants tous au Bénin, sinon majoritairement. L'appareil justice est grippé. Depuis les officiers de police judiciaire
jusqu'au plus haut niveau, grippé par sa lenteur, grippé par le manque de moyens, le manque de personnel, grippé par aussi les règles de procédure. Vous savez, quand vous prenez une juridiction, par exemple, comme la Criette qui a compétence nationale, et que pour cybercriminalité, un jeune homme doit quitter Banikwara, on doit l'amener de Banikwara à Cotonou. Tant que c'est cybercriminalité, c'est que tout l'appareil de police se désengage presque sur son territoire de compétence. On le défère d'abord à la Criette. Ils sont nombreux dans le cas. Le procureur spécial, tout seul, au four et au moulin, sur plusieurs autres dossiers, et à cheval, qui n'a presque pas de temps de répit. Il a quand même un éventail de compétences matérielles pour sa juridiction. Oui. Et donc, au nom de cela, par exemple, vous voyez que à son corps défendant, il voit la procédure durer pour le cas de ce jeune homme et pour bien des cas, sans armes, sans moyen peut-être de trouver une solution. Et il y a aussi, vous savez, que les déclarations des autorités judiciaires ou précisément des autorités pénitentiaires de notre pays ces derniers jours corroborent bien les données d'Amnesty International qui, dans son rapport précédent, évoquait plus de 18 000 et justement la population carcérale avoisine 20 000 au dire des autorités de l'agence pénitentiaire. Vous savez, il y a notre politique pénale qui est incriminée. La façon dont pour un rien quelqu'un est en détention préventive, pour un rien, au lieu de relaxer, au bénéfice du doute, ou on veut d'abord, coûte que coûte, présenter au procureur de la justice. La personne. Voilà, au procureur de la République. Le policier se désengage. Dans les procès-verbaux, on y met tout et rien, dans une célérité parfois fatale pour les personnes inculpées, les prévenus. Et dans une atmosphère comme celle-là, ne vous attendez pas à grand chose. Je vois des recrutements lancés pour des corps, des professions judiciaires. Ça ne va pas régler le problème en 1-2 ans. C'est un mal qui est profond, qui se pérennise et je crois qu'on en a suffisamment parlé aussi. Oui, là on fait bien peut-être de mettre l'accent sur les prisons et aller voir ce qui se passe dans les commissariats où les gens ils sont parqués comme des sardines. Ça va même au-delà des cas des sardines. Eric, je demandais si les Béninois ne sont pas devenus un peu tricheurs par rapport à la loi qui explique qu'on ait des prisons aussi bondées. Non, je pense fondamentalement que c'est au niveau des procédures qu'il faut peut-être accélérer les choses et permettre à ces personnes de se situer. Quand vous voyez les rapports d'Amnesty et d'autres organisations qui travaillent sur les conditions de vie en milieu carcéral, depuis plusieurs années, on a toujours mis l'accent sur cette surpopulation et qui, comme on dit, est née de ce que vous avez des gens qui ne sont pas encore situés, mais qui sont toujours là, qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, mais qui n'ont pas encore été reçus par le procureur pour statuer véritablement sur les cas. Et il se pourrait que ces personnes soient innocentes. Il se pourrait que, in fine, on se rend compte qu'en réalité, on n'a véritablement rien à leur reprocher. Et donc, autrement, ces personnes n'ont pas de place, justement, dans ces maisons d'arrêt. Et donc, il faut trouver véritablement le mécanisme par lequel, William l'a rappelé, tout ce processus, comment il faut accélérer, comment, quand on commence dès une interpellation en passant par un commissariat juste pour aller au haut niveau, comment il faut faire pour qu'à chaque étape, n'est-ce pas, l'acteur qui doit jouer un rôle puisse le jouer vite et dans un délai raisonnable, n'est-ce pas, pour que l'individu, le citoyen qui doit être jugé, soit jugé et soit connu véritablement en tant que tel et purger sa peine. Ça, c'est un. Après, nous savons aussi que l'environnement dans lequel ces personnes sont envoyées, nous pouvons imaginer ce que Ulrich a si bien démontré est vraiment une réalité, justement. Et là-dessus, je pense que l'État n'a pas suffisamment fait d'efforts en ce sens. Vous savez, quand on parle des conditions dans lesquelles ces personnes séjournent, l'exiguïté des cellules, pour l'effectif, vous pouvez imaginer, l'alimentation, c'est un problème, les questions de soins, n'en parlons même plus,
peu l'énergie. Parfois, on lit sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas du tout l'électricité. Donc, autant de questions sur lesquelles on n'a véritablement pas observé beaucoup d'améliorations de nature à permettre à ces personnes de pouvoir, je dirais, se retrouver dans de meilleures conditions carcérales. Il y a quand même une politique, toujours parlant de cette surpopulation, il y a quand même une politique de loi pour désengorger un peu, je dois dire, les prisons. Pourquoi c'est difficile de les mettre en œuvre? La question, par exemple, pas la question, la prérogative accordée au chef de l'État quand même, de prendre certaines décisions pour libérer ceux qui, dans une certaine mesure, peuvent être libérés. La question de travaux d'intérêt public, la question... Il y a beaucoup d'allègements proposés par la loi, mais que nous n'utilisons pas. Effectivement, vous n'avez pas tort. Il y a effectivement beaucoup d'allègements. Mais le plus important tout de suite, c'est de voir, parce que vous n'êtes pas de savoir qu'il y a la grâce présidentielle qui est là. Il y a également la possibilité de faire des travaux d'intérêt public. Tout cela, il y a même une dernière modification. L'erreur encore, c'est que souvent, ici, chez nous, nous confondons souvent la prison et les maisons correctionnelles. Là encore, il y a une petite nuance. Parce que quand vous prenez un petit volet peut-être de coq ou de cabri, que vous mettez avec le gros truand, le malfrat qui a braqué, qui commet des crimes de sang, ensemble, vous les mettez tout le temps, vous les mettez ensemble pendant un bon moment, il y a toujours une interférence, ou du moins c'est une forme de conquête. Le jeune qui était peut-être le petit filou du quartier va acquérir des connaissances auprès des grands bandits de l'autre côté, et quand il ressort, c'est qu'au finish, les intentions qu'il n'avait pas, il redevient encore plus dangereux. Donc, il faut beaucoup faire attention à ces détails-là. Ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien possible. Il y a la possibilité de les mettre ailleurs pour qu'ils travaillent pour l'intérêt public. Mais depuis un certain temps, ce n'est pas fait. On ne sait pas exactement pourquoi. Et quand vous regardez de façon holistique la situation carcérale de notre pays, surtout quand vous vous référez au dernier rapport de Amnesty International sur nos prisons, vous vous rendez compte que, au-delà de tout, il y a aussi quelque peu la mauvaise foi de certaines personnes. Quand dans ce rapport, vous fait comprendre qu'il y a même des détentions arbitraires, vous vous posez des questions. Des gens qui sont envoyés en prison, qui n'ont personne a priori, et qui sont, je les appellerai les oubliés de la République. Parce qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas d'avocat. Est-ce que c'est pas facile de charger l'appareil judiciaire Je ne si cherche vous n'aviez pas été là où on a volé un mouton, un commissaire ou un policier, je ne voudrais pas vous chercher. Si vous n'aviez pas vous cherchez. Je vous rappelle tout de suite que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui ne sont pas fautifs. Ça c'est clair, ce n'est pas seulement une spécificité. Là, ça pose problème, parce que c'est pour ça que je parlais ce n'est pas une spécificité des prisons du Bénin. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup là qui bénéficient encore de la présomption d'innocence. Oui. Donc là déjà, on ne peut pas dire qu'ils se sont qu'ils sont condamnés ou qu'ils méritent ce qu'ils vivent. Je connais un cas par exemple dont j'étais exprès le nom, un monsieur qu'on a arrêté, qu'on a envoyé en prison dans des conditions qu'on connaît. On l'a présenté au procureur une première fois. Au finish, ils se sont rendus compte que le dossier est vide. On l'a ramené en prison quand même. Il a fait 2 mois, on lui a dit qu'il allait sortir le mois prochain. Le mois est venu, il n'est pas sorti. Le 3e mois est venu, il n'est pas sorti. 6 mois après, on le fait sortir, mais on ne lui notifie rien. On lui dit simplement que son dossier est vide, qu'on n'a rien dit. Pendant 6 mois, vous imaginez, on l'a bloqué en prison, à la prison civile de Cotonou, là. On l'a bloqué là. Et après 6 mois, on le sort simplement, on ne lui dit rien. Et jusqu'à l'instant où je vous parle, ce monsieur veut savoir pourquoi on l'a arrêté, pourquoi on l'a envoyé en prison. Voilà les cas réels que nous vivons. L'exemple que Ulrich donne n'est même pas le plus touchant. Il y a ce dossier qui a été traité par la Commission des droits de l'homme où le citoyen a fini même de puger sa peine. Et il y a un document qu'on doit lui délivrer. Il y a un document qu'on doit lui délivrer qu'on ne lui a pas délivré parce que le service qui doit le faire ne s'en est pas préoccupé. Au point où c'est la commission qui a fini par s'intéresser et le monsieur a retrouvé sa liberté. Donc vous avez aussi dans cet effectif des gens qui ont fini de puger le peine, mais bon, on ne sait pas. Mais je demandais, alors ces erreurs judiciaires ou ces écarts, quelle est leur proportion, quelle est leur contribution? C'est assez grand sur population. C'est consistant parce que ce que vous dites,
ça n'existe nulle part. Vous ne verrez pas une société où vous n'aurez pas affaire à de voleurs, en tout cas des gens qui portent atteinte à la loi régulièrement et qui se retrouvent de l'autre côté. Et donc, c'est peut-être la nature qui est comme ça. Mais ce n'est pas parce que la nature est comme ça que ce que l'État doit faire pour mettre en place les mécanismes, les accélérer d'abord, pour que chaque citoyen bénéficie d'une juridiction et dans un bref délai, et que, une fois où l'individu se retrouve là-bas, que les conditions de vie soient les meilleures, parce que c'est pas non plus parce que un juge ou un procureur vous a condamné pour un fait que vous avez commis, que bon, vous n'avez plus de droits, vous n'avez plus besoin qu'on puisse avoir une assistance sanitaire, que vous pouvez être dans un environnement assez propre, n'est-ce pas, pour purger votre peine. William, toujours sur cette affaire de surpopulation et les moyens qui existent pour quand même, je dois dire, accélérer un peu ou épargner certaines personnes d'aller séjourner là-bas. C'est en pis-aller qu'il faut considérer ces moyens. Ils sont en aval, pas en amont. En amont, ça ne sert à rien de grossir les prisons, les maisons d'arrêt de gros effectifs par des banalités, des erreurs, par des peccadilles parfois, et attenter à la liberté des gens pendant longtemps avant d'espérer des mesures gracieuses, des mesures... il y a même une toute dernière que le code pénal, je crois, a proposé, la qui suspension. permet la suspension de peine, par exemple. La suspension de peine. Ça sert à quoi de détenir quelqu'un arbitrairement, de lui faire vivre tous les supplices? Un ou une, je ne sais plus trop. Un supplice. Un supplice, tous les supplices du monde, et après de l'envoyer solliciter une suspension de peine. Regardez, à y voir de près, l'État lui-même est dans une bonne proportion celui qui viole le plus les droits des citoyens côté justice. L'État lui-même dans son bras. L'État est fort. Oui, l'État a tous les droits pratiquement. Non, l'État n'a pas tous les droits, justement. C'est pour ça qu'on parle de droits de l'homme. C'est par rapport à l'État. Vous savez, les hommes entre eux, ils portent atteinte les uns aux droits des autres, mais c'est l'État qui viole. Et je pense que les théoriciens ont catégorisé comme ça parce qu'ils voient l'impact de l'atteinte quand c'est au niveau de l'État, et ils trouvent que c'est carrément une violation. Regardez, c'est de la faute de l'État s'il n'y a pas suffisamment de magistrats. C'est de la faute de l'État. Comment sa faute si on lui met pas, enfin, s'il n'a pas les moyens, aussi ses citoyens ne mettent pas les moyens à sa disposition pour justement, les citoyens ne mettent pas les moyens selon leur propre volonté. C'est un des maillons de l'État qu'on appelle exécutif qui définit ce qu'on prend chez les populations et surtout qui rationalise, qui répartit selon les besoins. Quand il fixe, les citoyens commencent pas à dire ça fait pression sur nos poches. Non, mais les citoyens diront que ce que nous mobilisons déjà, l'année prochaine, c'est plus de 3 000 milliards. Comment vous répartissez? Quelles sont les priorités que vous en faites? Ça aussi, ce sont des questions que les citoyens sont en droit de poser dès lors qu'ils ont mandaté des gens pour les gouverner et qu'ils sont censés orienter les dépenses publiques dans un sens ou dans l'autre. C'est la faute de l'État que le magistrat, les rares qu'il y en a, soit dans des erreurs, que les officiers de police judiciaire, les quelques-uns que nous avons, soit dans l'erreur. C'est la faute toujours de l'État, parce que l'État est commanditaire et responsable de cette tâche qu'ils sont en train d'exécuter au nom de la République. Ça ne sert à rien d'engorger, de surpeupler des prisons, que pour un oui ou pour un non. Des gens soient d'abord envoyés le temps qu'ils retrouvent les esprits, du fait qu'ils sont extrêmement stressés, qu'ils ont perdu toutes leurs compétences et toutes leurs facultés parce qu'ils sont dans le box des accusés ou parce qu'ils sont devant un procureur de la République en audition. Moi je dis, voilà des domaines dans lesquels on fait des efforts, mais des efforts minimes, des efforts retrouver. On a quand même eu ces dernières années quelques propositions ou quelques engagements en termes d'action. C'est comme quand vous me dites qu'on a recruté plus de 1000 médecins en 2021. Je vous dis bravo, mais c'est minime par rapport à la demande qui existe. Une chose est de faire des actions, mais l'autre est la représentativité et le poids des actions par rapport aux besoins qui existent. Et ce n'est pas battre du revers de la main l'action que vous posez, mais c'est vous rappeler que vous venez d'étancher une soif de 41 jours avec une seule gouttelette et qu'il vous faut ensuite une goutte et ensuite une gorgée et plus tard, je sais pas, un bidon à boire, un gobelet et plus tard un plastique d'un litre. Oui, une bassine, pourquoi pas. Si, pourquoi pas. Moi, j'ai pas envie qu'on s'attarde sur comment améliorer les conditions des prisonniers, parce que ce qu'on
aurait bien souhaité, c'est que nos prisons soient vides. Mais comment on s'arrange pour au moins alléger, je dois dire, le nombre de personnes présentes dans les prisons et le riche? Oui. Tout de suite, il faut commencer par voir comment amener ceux-là qui ne représentent pas un gros danger. Parce qu'on sait que celui qui est là a quand même peut-être... Comment on le sait? Je dis... Comment on sait qu'il n'est pas un gros danger? Non, ça dépend. Vous savez, ailleurs, on analyse le profil de chacun de ceux qui sont en prison. Et vous verrez que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, cela, récemment, pourquoi est-ce que les prisons aujourd'hui ont été engorgées? C'est surtout à cause de ces cybercriminels qu'on a beaucoup plus arrêtés. Il y a cette marée de jeunes qu'on a poussés carrément dans les prisons. Ailleurs, dans d'autres pays, quand vous êtes une calamité numérique ou digitale ou un génie de l'informatique, oui, on vous récupère autrement. Parce qu'on estime que, bon, vous avez la possibilité de décoder les systèmes informatiques les plus sécurisés ou pas. On se dit, ok, puisque vous les mettez au service du mal, maintenant nous allons vous contraindre à mettre maintenant votre génie créateur au service du bien. Et comment ça se fait? Oui, ailleurs, on prend des profileurs et on les récupère. En les récupérant, on se dit, ceux-là, ils peuvent nous aider à sécuriser le système. Ils peuvent nous aider à combattre les autres hackers, les autres cybercriminels qui sont dans le système. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous doués en informatique. Il y en a qui sont juste de petits arnaqueurs et autres, tout ça. Mais il y en a qui sont de véritables prodiges en informatique. Et ils sont capables de vous faire des miracles avec l'ordinateur. Ceux-là, par exemple, on peut pouvoir déjà les utiliser autrement. L'autre aspect, vous voyez, on met des gens qui ont véritablement la force physique et les conditions physiques pour pouvoir faire quelque chose, mais dans le même temps, l'État déverse des centaines de millions pour faire des travaux et autres. Mais je pense que la main-d'œuvre peut être bien utilisée ailleurs parce que la Chine l'a fait par le passé. Et on prend ceux-là qui sont en prison, qui peut-être sont déjà dans leur délai de grâce. On sait que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont finir de purger leur peine. On se dit, quand ils vont revenir dans la société, est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils auront l'argent nécessaire pour pouvoir survivre? On commence par les amener sur le terrain. Ils travaillent pour l'État et ce qu'ils devraient avoir normalement comme sous, on leur reverse une partie dans un compte et après quand ils sortent, ils ont de la matière pour pouvoir relancer leur vie. Ça se fait dans plusieurs autres pays. Donc, je pense qu'on peut trouver le côté social à accorder, à rallier plutôt au côté pénitentiaire. Parce que là, ça va nous permettre au moins d'avoir en même temps des prisonniers, mais qu'on ramène dans le droit chemin, parce que le tout, ce n'est pas de les emmener en prison. S'ils font 5 ans, on a vu par le passé des voleurs de moto qui sont allés faire 5 ans. Ils ressortent, la semaine dans laquelle ils ressortent, dans leur quartier, il y a encore vol de moto et tout le monde les pointe du doigt. Il est revenu il y a seulement 1 mois. Il est revenu il y a seulement 3 mois. Et effectivement, quand vous menez les enquêtes, vous retombez toujours sur lui et vous vous rendez compte que finalement, la prison ne lui a pas fait du bien. Il est allé faire juste simplement un pèlerinage et il revient reprendre du service. Eric, je pense des propositions de construction de nouvelles prisons, c'est beaucoup mieux. Ça fait partie, justement, non pas parce qu'il faut encourager les gens à commettre des infractions et se retrouver justement en prison, mais il faut le faire pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions de détention de ceux qui sont là actuellement. Ça va être bien pour ces personnes de se retrouver dans un endroit un peu confortable pour le séjour. Je pense aussi qu'il faut vraiment que les différents acteurs, surtout qui s'occupent de l'appareil judiciaire et de la gestion de ces maisons d'arrêt, puissent véritablement marquer une pause et réfléchir de façon globale sur tout le processus. N'est-ce pas? Parce que ça fait plusieurs années que ces questions reviennent sans cesse, surpopulation, défaut de ceci, défaut de cela. Pour que, sur toute la chaîne, ce qu'on est en mesure de faire, qu'on s'arrange pour le faire bien et permettre à ces citoyens, n'est-ce pas, de bien se situer. Et je pense que les exemples que Ulrich a donnés, c'est vrai, il faut aussi l'analyser en fonction du contexte de chaque pays. Quand ces pays qui ont déjà atteint un niveau de développement, on peut dire que c'est tout à fait normal qu'on puisse voir ces mécanismes où vous pouvez payer une caution, retrouver votre liberté, le temps que votre dossier évolue, même après une condamnation. En fonction de ce qu'on vous reproche, on peut estimer que vous n'êtes pas un individu dangereux pour la société, on peut vous trouver une tâche dans la société, le temps de pouvoir retrouver peut-être vos esprits. Et donc,
nous n'en sommes pas encore là. Est-ce qu'il faut y aller? Peut-être que du côté de l'État, c'est vrai, on y voit ces possibilités, mais on se pose des questions. Si nous y allons et qu'après, voilà, ces personnes, une fois dans la nature, posent encore d'autres problèmes, comment on peut véritablement gérer? C'est une belle proposition, certes, mais je pense que à l'analyse, il faut voir en fonction de notre environnement. On n'est pas suffisamment développé, on n'a pas beaucoup de moyens pour surveiller véritablement ces personnes avec ces mécanismes, mais c'est des pistes qu'il faut véritablement envisager, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas non plus toutes les personnes qui sont présentées au procureur qu'il faut condamner et envoyer en cellule. Si, en fonction de ce qui vous est reproché, l'infraction, on estime que elle n'est pas criminelle, elle n'est pas, comment on dit, on peut estimer que l'individu peut-être encore retrouver sa famille avec, pourquoi pas, sursis, ou on lui trouve une tâche dans la société, le temps qu'il se retrouve et ne plus commettre les mêmes erreurs. On peut justement explorer ces pistes pour voir véritablement un changement au niveau de la surpopulation. Mais toujours est-il que cette lourdeur aussi, il faut pouvoir que l'État puisse recruter au niveau de nos instances judiciaires pour que justement le poids du travail que nous voyons sur les juges soit partagé. Et, vous savez, et quand on décide aussi de créer des cours spéciales où vous avez un seul procureur tout-puissant à caractère national, l'exemple que il a quand même William a donné. Il a quand même des substituts qu'il aide dans sa tâche. Quand vous voyez les personnes qu'on doit écouter... la CRIET à compétences territoriales nationales. C'est terrible. Et quand vous lisez les compétences matérielles de la CRIET, je ne sais pas s'il y a même une juridiction de droit commun de notre pays qui a... Justement parce qu'elle a une juridiction spéciale. Oui, vous savez, ils étaient, en 2023, ils étaient 11 magistrats, si mes souvenirs sont bons, à la CRIET. Aujourd'hui, à la date, pendant que nous parlons ce 25 septembre, je ne sais pas combien ils sont. Mais l'an dernier, ils étaient 11 magistrats pour une juridiction à compétence nationale. Il y a des questions à se poser. Qui, juridiction d'exception, a 2 chambres en son propre sein, une chambre en instance et une chambre en appel? Avec combien de magistrats? J'ai dit 11. Ces questions, elles demeurent. Au moment où ces 11 n'ont été mobilisés que sur d'autres juridictions où ils étaient en fonction, ça crée un vide encore. Et un gouvernement qui a une volonté pénale comme celle-là de créer une juridiction spéciale comme ça, et qui n'a pas suffisamment recruté de magistrats pour utiliser les anciens dans cette juridiction nouvelle, en fonction des grades et des expériences. Vous avez vu, il y a eu une dérogation adoptée à l'Assemblée nationale par loi au niveau des grades et des postes que les magistrats peuvent occuper, juste en raison du manque. Donc le manque, il est vu. Le manque est vu au même titre que les routes de Cotonou qui manquent. C'est vu au même titre que le monument de l'Amazone que nous ne voyions pas. On a opté pour des choses pour lesquelles nous avons trouvé. Et c'est de la compétence pleine de ceux qui nous gouvernent d'opter. Ils ont mandat, le temps qu'ils sont là, de décider en notre nom dans les domaines de leur... Donc, on ne leur fait pas un procès pour ça, mais on reconnaît qu'ils ont préféré le choix de l'asphalte au choix de l'Amazone ou de Bioguera, au choix d'un appareil judiciaire beaucoup plus huilé, lubrifié suffisamment, aux grandes dames de ceux qui sont pensionnaires de ces centres. Quand j'ai fini de dire ça, je dis, je ne vois pas un État dans lequel on met plus d'argent pour réparer les divorcés sociaux, excusez l'injure voilée d'expression que j'emploie, des divorcés sociaux que du développement concret, c'est-à-dire même aux États-Unis, on vous dira que les conditions carcérales ne sont pas des meilleures, même si elles sont 10 fois meilleures que celles qu'il y a au Bénin. Donc je ne m'attends pas à ce que la balance soit totalement renversée, mais au nom des droits de l'homme, je refuse qu'en amont, ce qu'on peut prévenir, on le prévienne. Vous entachez nullement. Si on avait un niveau de juridicité que je suis en train d'imaginer là, et que des gens pouvaient intenter des actions pour détention arbitraire, pour séjour irrégulier ou arbitraire, prolongé inutilement dans des maisons de détention dans notre pays, vous n'avez pas idée de tout ce que l'État reverserait peut-être comme redevance à ces personnes. L'État serait condamné, et un État qui se fait condamner en tout et pour rien, ça ne le crédibilise pas, ça ne renforce pas, comme on nous a dit dans un axe premier du PAG, l'État de droit et la démocratie. Ce n'est pas ça qui joue la crédibilité d'un État, ce n'est pas ça qui joue la force d'un État. Quand
votre appareil judiciaire a la facilité. C'est comme un policier qui a la facilité de la gagette. Ce n'est pas bien. C'est pas... On a quand même que des actions sont entreprises, je l'ai dit tout à l'heure. On a créé une agence pénitentiaire, on a créé des juridictions spécialisées, déception, comme ils disent dans leur jargon. Tout cela a quand même changé quelque chose, Ulrich. Oui, ça a changé quelque chose, en ce sens que maintenant on constate qu'il y a un petit regard beaucoup plus attentionné pour améliorer les choses. Mais quoi qu'on dise, vous savez, le régisseur ou même l'agence pénitentiaire, c'est comme le gérant d'une maison locative. Le gérant ne fera qu'avec ce qu'on lui a donné. Donc, c'est au propriétaire de voir comment réaménager la maison ou pas. Les locataires vont se plaindre, ça c'est normal. Les pensionnaires de la maison vont se plaindre. Ils vont se dire, je n'ai pas de fenêtre, ma fenêtre est défaillante, la cuisine est ci et ça, et ainsi de suite. Le gérant ne fera que constater, notifier et faire et remonter l'information au propriétaire de la maison, quitte au propriétaire de la maison justement de faire ce qu'il faut pour que la maison soit beaucoup plus viable. C'est pratiquement la même chose par rapport à notre univers carcéral, le régisseur, jusqu'à l'agence pénitentiaire. Toutes ces autorités chargées de veiller à la bonne coordination de la vie carcérale ne feront que remonter les informations qu'il faut pour les bonnes conditions du milieu. Mais tant que le gouvernement même ne prend pas les mesures qu'il faut, je pense que ce sera toujours difficile. Parce que déjà, observez que récemment, certains ont même parlé de problèmes de santé, des problèmes de peau. Vous savez, c'est difficile. Effectivement, quand vous vivez dans des milieux où, difficilement, l'aération n'est pas des plus meilleures. 2, peut-être la qualité de l'eau n'est pas des meilleures. 3, vous êtes dans des conditions où, à un moment donné, vous risquez de péter un câble. Ça pose véritablement un problème. Le régisseur, le directeur de l'agence pénitentiaire, ils ne pourront pas faire des miracles. Ils ne feront que ce qu'ils peuvent. Et combien sont-ils encore à surveiller ces prisonniers-là? C'est souvent difficile de le faire. Donc je pense qu'il y a une volonté que j'apprécie déjà. Le gouvernement a annoncé la construction de nouvelles prisons. Certainement que cela contribuera à désengorger celles qui sont pleines. On a également annoncé la réhabilitation des prisons existantes. Je pense que là aussi c'est un avantage. Mais moi je préfère qu'on commence déjà par cette réhabilitation parce que commençons par améliorer ce qui est. Commençons déjà par donner à ces pensionnaires de ces prisons des conditions plus ou moins acceptables, je dirais plutôt plus ou moins humaines, pour que ceux-là se sentent un peu plus considérés, parce que bien qu'ils soient peut-être en prison, que ce soit en détention préventive ou condamnés, ils ont quand même droit à la vie, ils ont quand même droit à la santé. On ne les envoie pas à l'abattoir, on ne les envoie pas dans le couloir de la mort, même si certains sont là pour d'autres choses. Mais le plus important, c'est de comprendre que même s'ils sont là, on doit quand même les protéger d'une certaine manière. Je pense que l'État a bien fait de créer ces agences pour s'occuper de façon un peu plus pointue de ces questions. Mais malheureusement, c'est malgré... Ça a changé quoi à leur justement, condition. malgré l'existence de ces institutions, de ces agences, nous voyons ce que nous voyons, nous constatons ce que nous constatons. Ça veut dire qu'il y a vraiment du travail, ou peut-être on fait semblant de ne pas faire ce qu'on doit véritablement faire sur, comment on dit, les conditions de vie en milieu carcéral. Je pense qu'on peut s'empêcher de ne pas avoir beaucoup d'ambition pour régler ces problèmes, mais on peut être désolé de ce que le minimum d'action qu'on doit mener, l'alimentation. C'est vrai que j'ai entendu récemment le porte-parole estimer qu'en matière d'alimentation, quand même... on est passé d'1 à 2. On arrive à servir quand même un repas copieux Quoi je ne veux pas employer le mot. D'accord, on est passé d'1 à 2. On n'est pas consistant. Ah, d'accord. Consistant. Sinon, sachez qu'il y a des prisonniers qui ont la télé chez eux et qui peuvent vous suivre. Consistant. Oui. Mais après, ce n'est pas toujours le cas, justement. Et donc, il y a cette question qui est là, qu'on peut régler. On n'a pas forcément besoin de déployer beaucoup de ressources. La question liée à la santé, on vous dit qu'on a un médecin pour, c'est pas toute une maison d'arrêt où on a peut-être plus de 2000, 3000 personnes. Un infirmier. Infirmier ou une infirmière.
comment une seule personne peut s'occuper de l'état de santé d'autant de personnes à la fois et de quelle façon, avec quels moyens. Et donc, c'est des trucs qu'on peut régler aussi. On n'a pas besoin de déployer de beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour que ces personnes puissent avoir cette assistance. Encore que nous parlons d'un droit, ce n'est pas des faveurs que nous leur demandons, c'est un droit. William, on va finir. Vivement qu'on s'écoute. Ce sera mon mot. Merci beaucoup. C'est la première fois, il est court. Oui, j'avoue, il me prend de coups aussi et je sais pas. Allez les gars, merci beaucoup. On va certainement revenir sur cette actualité-là parce qu'on a besoin de beaucoup de détails. Je veux parler de ce sujet lié justement à des arrestations opérées depuis hier. On a besoin encore d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir opiner concrètement là-dessus. C'est ça. Absolument. J'ai imaginé les milliers de pères Dieu derrière les écrans à nous attendre justement à en parler ce matin. Ce n'est que partie remise. On va continuer dans la journée en tout cas à glaner ça et là les informations qui nous permettent de vous offrir le meilleur de débat à ce propos. Allez, bonne journée les gars. Mesdames et messieurs, juste après moi, vous suivez la revue de presse et le générique de fin. Entre-temps, moi, je me serai éclipsé pour vous revenir demain matin avec mon équipe. Passez une très bonne journée.